Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Café et chocolat, l'émission coproduite par Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC et Radio KPMG. Au micro, Alice Duroux, vice-présidente de Rêve FM. En cette période de Coupe du Monde de football, c'est autour du sport que nous nous retrouvons aujourd'hui. Avec le footballeur Éric Dimeco, champion d'Europe en 1993, et le poloïste Alexandre Camarasa, capitaine de l'équipe de France de water-polo aux Jeux Olympiques de 2016, nous parlerons de sport collectif. Comment devient-on un athlète de haut niveau ? Quel rapport entretient un champion avec le monde de l'entreprise ? En 2022, le sport peut-il encore ignorer les enjeux sociaux et environnementaux ? Pourquoi le sport féminin est-il moins reconnu ? Autant de questions que posera Samuel Lebrun, membre de Rêve FM, à nos deux invités. Enfin, Pauline Cachou, vice-présidente de Rêve FM, clôturera l'émission par son coup de cœur cinématographique, Lawrence Anyways de Xavier Dolan. Mais d'abord, écoutons l'édito sportif de Nicolas Poncet, associé KPMG et aussi ancien étudiant à l'ESSEC. Nicolas, c'est à vous. L'édito. Le sport, déjà acteur économique, deviendrait-il acteur politique ? Le coup d'envoi de la 22e Coupe du Monde de football fait entrer le Qatar dans l'histoire, en tant que premier pays du Moyen-Orient organisateur d'une Coupe du Monde. La magnifique entrée en lice de l'équipe de France face à l'Australie a attiré plus de 12 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. Tout simplement la meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Alors oui, le football reste le sport le plus suivi partout dans le monde et aussi le plus pratiqué, avec plus de 265 millions de joueurs selon la FIFA. Qu'on le regarde ou qu'on y joue, le football est un sport qui parle à tous et à toutes, quel que soit l'âge. Pour autant, jamais une Coupe du Monde de football n'aura suscité de telles polémiques. Véritable industrie depuis ces 30 dernières années, le football business est entré dans une nouvelle ère avec des investissements colossaux, une stratégie mondialisée des grands clubs, avec une explosion des droits télévisuels ou encore une croissance exponentielle du montant des transferts de joueurs. À tel point qu'aujourd'hui, les footballeurs, hissés au rang de héros nationaux, sont devenus de véritables leaders d'opinion, capables d'influencer toute une génération. Les jeunes et les moins jeunes s'identifient aux meilleurs footballeurs de la planète. Se pose dès lors la question de leur devoir d'exemplarité, mais également du rôle qu'ils peuvent jouer en dehors du terrain pour sensibiliser les différentes générations aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Le football du XXIe siècle n'échapperait donc plus aux grands débats actuels, notamment celui d'une croissance durable et responsable. Malgré tout, et c'est le footballeur champion de France universitaire avec l'ESSEC qui vous parle, le football reste un formidable vecteur de socialisation. Fédérateur, le football, comme tout sport collectif, permet d'insuffler le vivre ensemble, la solidarité, en partageant victoires et défaites. C'est ça la magie du foot. Pour conclure, je citerai Paulo Coelho, quoi de mieux qu'un écrivain brésilien pour parler du ballon rond ? Toutes les émotions et les grandes clés de la vie sont contenues dans le football. L'interview. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sport est à l'honneur de cette édition et plus particulièrement le ballon rond puisque j'ai le plaisir d'accueillir Éric Dimeco, ancien footballeur professionnel, et Alexandre Camarasa, ancien joueur de water-polo, capitaine de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de 2016. Éric Dimeco, entré au centre de formation de l'OM dans les années 80, où vous avez évolué 14 ans, vous avez remporté 4 fois le titre de champion de France, vous avez été sacré champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille en 1993, encore aujourd'hui le seul club français à avoir remporté ce titre. En parallèle, vous avez rejoint l'équipe de France avec laquelle vous resterez invaincu sur vos 23 sélections. Après 4 années à l'AS Monaco, vous terminez votre carrière à la fin des années 90. Votre reconversion sera d'abord politique en tant qu'adjoint au sport à la mairie de Marseille dans les années 2000. Toujours aussi passionné de foot, vous êtes aujourd'hui une voix bien connue au micro de différentes émissions de football. Bonjour Éric Dimeco. Bonjour à tous. Alexandre Camarasa, vous êtes aussi natif des Bouches-du-Rhône. Vous avez évidemment commencé la natation très jeune,
Avant de rejoindre les rangs de l'équipe de water-polo du Cercle des nageurs de Marseille, vous avez été sacré 10 fois champion de France et avez remporté la Coupe d'Europe des clubs avec Marseille, ce qui vous a permis d'être appelé sous le maillot de l'équipe de France. Sélectionné à 150 reprises en tant que capitaine, vous avez activement participé à sa sélection lors des Jeux Olympiques de 2016. Aujourd'hui encore, vous représentez les athlètes au Conseil national olympique du sport français. Vous êtes également auditeur financier au sein de KPMG France. Bonjour Alexandre Camarasa. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Vous avez tous les deux été des champions chacun dans votre discipline. Qu'est-ce que vous aviez de plus que les autres pour en arriver là ? Je pense que d'abord la motivation. Moi, j'ai toujours eu envie de faire ce métier-là, même si ça a été c'est un sport passion et on le fait d'abord pour s'amuser. Mais j'ai toujours eu cette détermination à vouloir en faire mon métier, à être le meilleur. Et après, quand on arrive au haut niveau, arriver à justement continuer à bosser pour progresser parce que c'est un milieu concurrentiel et qu'on est tous les jours soumis à la concurrence de ses coéquipiers. Voilà. Donc, je pense que ça a été les deux qualités qui ont fait ce que j'ai été, c'est-à-dire détermination et faculté de bosser pour progresser. Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis, Eric. Ce qui a permis que je performe, c'est le mental. Voilà, j'avais rien d'exceptionnel. J'étais quelqu'un d'assez lambda par rapport au monstre du water-polo. Mais je me suis entraîné comme un fou. J'ai jamais rien lâché. Dans les catégories jeunes, j'étais surtout sur le banc. Mais je me suis accroché à mon rêve. Voilà, je voulais porter le bonnet de l'équipe de France, jouer pour mon club du Cercle nageurs de Marseille. Et je me suis accroché à ce rêve et au final, ça a payé. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que vous êtes tous les deux dans des sports collectifs où le fait de percer, d'arriver au bout, c'est pas seulement de son fait. Il faut savoir aussi être bien entouré. Comment vous avez pu tirer profit à la fois de l'équipe, mais aussi de votre entourage? Moi, j'avoue que dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, ce qui m'a toujours plu dans tout ce que j'ai fait, c'est justement ce côté collectif, le faire à plusieurs, dans une bonne ambiance, parce que je pense qu'on est meilleur quand on est unique, quand on est plusieurs. Et je le disais tout à l'heure, j'ai parlé de concurrence au sein même d'une équipe. Concurrence ne veut pas dire qu'il y a une certaine animosité. On peut être très pote avec son concurrent direct. Je l'ai vécu personnellement en équipe de France avec Vicente Lizarazu, qui était en même temps que moi et avec qui j'étais pote, et pourtant on était en concurrence. Voilà. Par contre, la concurrence, je suis toujours parti du principe que la concurrence te fait progresser. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est le côté vie de groupe. On va chercher un titre ensemble, on vit de grands moments ensemble, parce que c'est pour moi la vie, quoi. Et ce qui me gêne, on en parlera peut-être plus tard dans le football actuel, c'est que on est un petit peu plus sur de l'individualisme où la stat personnelle passe avant tout et où son propre sort est plus important que celui de l'équipe, quoi. Ça me gêne un peu dans le football aujourd'hui. Pensez-vous qu'avoir été un grand sportif pour chacun prépare à d'autres succès professionnels, peut-être dans la mentalité et dans l'habitude de travailler ensemble? Oui, parce que malgré tout, depuis tout jeune, on est soumis à une rigueur particulière. Alors, c'est la rigueur d'un sport, peut-être d'un régime particulier, d'une somme de travail particulière aussi, le fait d'être ponctuel, parce que généralement, dans le collectif, les coachs font très attention à ça. Il y a des amendes quand on est en retard, c'est connu maintenant. Et toutes ces contraintes acceptées, ou en tout cas qui forment un jeune joueur, lui permettent pour certains, parce qu'attention, il y a des contre-exemples aussi, mais pour certains d'appréhender l'avenir ou l'après-carrière de manière peut-être un petit peu plus facile, même si c'est difficile quand on a été sportif de haut niveau de faire le deuil de sa carrière. Il y a beaucoup de joueurs qui souffrent du passage de la lumière à l'ombre. Mais il n'empêche que ce qu'on nous apprend très jeune sert pour beaucoup dans l'après-carrière, que ce soit dans le milieu économique, ou rester dans le milieu sportif, ou même peut-être faire des activités associatives. En tout cas, c'est une arme pour après. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aiment récupérer des sportifs de haut niveau parce que, justement, il y a une base structurelle qui est déjà acquise et qui est assez importante pour certaines sociétés. Voilà. Eric, je te confirme, les sociétés apprécient ça. Donc, je remercie d'ailleurs KPMG de m'avoir recruté après ma carrière. Vraiment, je crois que le sport en général peut permettre aux sportifs de performer après sa carrière. On sait tous que les reconversions, c'est
pas du tout évident à gérer. Là, je suis en plein dedans, même si je l'ai souhaité cette reconversion, je l'ai voulu, c'est pas quelque chose d'imposé. Les bassins me manquent tous les jours, mon équipe me manque tous les jours. Mais quand bien même, je sens que j'ai les armes pour réussir mon après-carrière. Le sport, c'est la rigueur, c'est le respect, c'est l'esprit d'équipe, c'est toute cette solidarité qui est appréciée et appréciable dans le monde pro. Et je remercie vraiment le sport et tous mes éducateurs qui m'ont appris ces valeurs et qui m'ont permis de réussir cette reconversion. Il semble que les jeunes générations soient nettement moins sportives que leurs aînés. Que faut-il faire selon vous pour inverser la tendance, Alexandre Camarasa ? C'est une vraie belle question. En fait, pour rien vous cacher, là, je suis intervenu la semaine dernière dans une conférence pour le lancement d'une association qui s'appelle M24. Et dedans, il y a eu un témoignage d'un docteur qui s'appelle docteur Collado, médecin réputé dans le monde du sport, et qui nous a dit que notre génération, la génération qui arrivait là, c'était une bombe à retardement, parce que la sédentarité et l'obésité gagnaient dangereusement du terrain. Il semblerait que cette nouvelle génération, la capacité cardiovasculaire des plus jeunes s'est effondrée de 30%, et que la nouvelle génération-là va vivre moins longtemps que nous. Donc c'est alarmant. C'est un constat qui fait peur. Je pense qu'il faut que les ados arrivent à sortir la tête des écrans. C'est compliqué, mais les ados, je pense que maintenant, ils recherchent plus trop la compétition, mais ils recherchent à se faire plaisir. Voilà, donc les pousser à faire des sports plus plaisir, plus urbains. Je sais qu'il y a des sports comme le BMX qui a rentré au JO maintenant. Tous les sports fun. Voilà, les pousser vers de nouvelles pratiques sportives, plus axées sur le plaisir pour les faire quitter leurs écrans et se remettre au sport et changer cette courbe qui est vraiment inquiétante pour l'avenir. On voit surtout aussi que les réseaux, en vendant le corps parfait, et une image certaine des sportifs, des influenceurs, ils vendent aussi parfois le sport comme culte de soi. Et donc, c'est peut-être pas dans le plaisir qu'ils arrivent à se retrouver sportifs. Bien sûr, on oublie qu'avant tout, le sport, c'est le plaisir. Moi, je suis pas allé au sport pour avoir un beau corps, je suis allé pour m'amuser avec mes collègues et jouer au ballon, tout simplement. Et il faut vraiment remettre tout ça au centre de la pièce, quoi. En cette période de Coupe du Monde, le football est au cœur de l'actualité. Sport populaire par excellence, risque-t-il de ne plus l'être ? Je pense aux récentes polémiques, droits de l'homme, impact écologique des stades construits en plein désert, ou encore scandales autour de rémunérations exorbitantes notamment. Éric Dimeco, qu'en pensez-vous ? Les chiffres d'audience de la Coupe du Monde, de ce début de Coupe du Monde, montrent que malgré toutes les polémiques, malgré les appels à boycott, malgré tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde, il y a toujours autant de monde devant la télé. Et je crois que le match d'ouverture, qui était un match en bois, a été suivi par beaucoup de monde. L'équipe de France aussi a fait un super score d'audience, parce que malgré tout, je crois que le football restera toujours très populaire, parce que c'est le sport le plus accessible finalement. Alexandre fait du water-polo. Pour faire du water-polo, il faut une piscine et il faut savoir nager. C'est ça, plus compliqué. Voilà, le foot, tu trouves du chiffon, tu mets un bout de scotch autour et tu peux jouer n'importe où dans le monde. Exactement. Et donc c'est pour ça que malgré, alors après, qu'il puisse y avoir des problèmes par rapport à l'ultra-professionnalisation, les salaires exorbitants, les droits télé qui explosent, qu'il peut y avoir à un moment donné une bulle qui explose autour du sport professionnel qui marche sur la tête, ça, je veux bien en discuter, mais c'est un trop long débat. Par contre, la popularité du football ne se dément pas, et on se rend compte que la Coupe du Monde va être ouverte à 48 d'ici peu, 48 pays, qu'il y a des petits pays qui sont devenus très performants. On pense à l'Arabie Saoudite, c'est pas un petit pays d'ailleurs, mais pas un pays de culture foot l'Arabie Saoudite qui a fait des super résultats contre l'Argentine. On se rend compte que ce sport-là est joué dans le monde entier, et que même il a une vocation sociale, voire politique, puisque j'ai quand même vu l'émir du Qatar brandir drapeau saoudien, alors que ces pays-là sont en froid depuis des années. Et voilà, donc le football est capable de faire des miracles. Alors il y a des polémiques qui sont pas belles, c'est clair. Mais moi, le jeu football me ravit toujours autant, et je crois toujours à ce jeu-là. Au-delà, le foot n'est-il pas menacé par ce qui l'a fait prospérer ? Donc les grands investisseurs internationaux, les droits TV, ça rejoint un peu ce que vous disiez peut-être, Éric, si on extrapole.
Est-ce que le foot business, le foot professionnel, dans tout ce qu'il y a de bling-bling aujourd'hui, a une mauvaise influence sur l'esprit même du sport et sur le foot amateur peut-être ? Non, le foot amateur, alors oui, que les joueurs de foot soient un exemple pour les petits gamins qui doivent faire attention, oui, pourquoi pas. Même si moi je pars du principe que c'est les parents qui éduquent les enfants et pas les sportifs qui jouent le dimanche soir à la télé. Mais oui, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure parce que je crois que la fuite en avant de l'économie du football peut engendrer un jour des catastrophes. Je pense que l'économie du foot ne peut pas tenir comme ça. Elle ne tient que sur la valeur des joueurs, sur les transferts, sur les droits télé. Et peut-être qu'un jour, il y aura moins de monde devant la télé. Peut-être qu'un jour, les clubs ne donneront plus autant d'argent pour les joueurs. Et puis la bulle va exploser naturellement. À la limite, si ça arrive, je me demande même si c'est pas un bienfait. Maintenant, je le répète, les valeurs de ce sport-là existent toujours quand on commence à le pratiquer. C'est après, quand on monte là-haut, que ça dévie ou que ça dérive. Mais moi, je pense que ça va se réguler naturellement un jour. On va peut-être revenir sur le côté un peu populaire du foot et qui ne s'adresse peut-être pas suffisamment à la moitié de la population mondiale. Donc le football féminin s'est considérablement, cela dit, développé ces dernières années et pourtant l'audience reste modeste. Que lui manque-t-il pour être aussi attractif que le football masculin ? Pensez-vous qu'à terme, les deux seront sur un pied d'égalité ? Cette question peut s'appliquer évidemment à d'autres sports, donc je laisserai aussi Alexandre Camarasa nous donner son avis sur cette question. Moi, je vais faire une réponse courte et concise. Laissons tranquillement les filles progresser. C'est le football féminin professionnel notamment, voire même de jeunes, est un sport jeune. Ça fait pas longtemps que les filles, alors ça fait longtemps qu'elles jouent au foot, mais ça fait pas longtemps qu'elles peuvent y jouer longtemps et qu'elles peuvent même en faire leur métier. Le football masculin a 120, 130 ans d'âge avec des débuts amateurs, des débuts un milieu semi-professionnel et un milieu professionnel où il n'y a pas eu tout le temps du monde dans les stades, où il n'y a pas eu tout le temps du monde devant la télé, il n'y a même pas de matchs télévisés passé un moment. Les filles bénéficient de l'économie des clubs de football professionnel masculin, d'une visibilité que le football masculin n'a pas eu à ses débuts. Par contre, il faut les laisser progresser. C'est simple, je pense que il faut regarder le football féminin comme un autre sport que le football masculin, parce que sinon on est déçus. Elles ont d'autres qualités, elles ont moins de puissance, moins de vitesse peut-être, mais elles ont d'autres qualités. C'est aussi intéressant à regarder, mais laissons-les progresser tranquillement. On ne peut pas vouloir, avec 20 ans de recul ou 30 ans de recul, on peut pas se hisser au niveau d'un sport qui a plus de 100 ans et qui a essuyé pas mal de plâtre au début du professionnalisme. Attention, c'est un sport qui a été qui a eu du mal à se professionnaliser et qui a essuyé pas mal de plâtre. Donc voilà, qu'elles profitent parce qu'elles peuvent vivre de leur sport, ce n'était pas le cas avant, et qu'elles continuent à progresser et puis qu'on continue à le regarder comme un sport et ne pas le comparer au football masculin. Alexandre, donc, si je me suis bien renseigné, vous êtes membre du Comité national olympique sportif français. Dans les Jeux olympiques et dans ces disciplines, on sait que les femmes sont très bien représentées avec une certaine parité dans les épreuves des Jeux olympiques. Est-ce que vous avez un élément de réponse supplémentaire à apporter ? Oui, je suis toujours représentant des athlètes au comité olympique. Là, pour le sport féminin, ce qui leur manque, c'est de la visibilité. Après, on le remarque, et comme dans les sports un peu comme le water-polo, ce manque de visibilité qui peut parfois amener... par exemple, je me souviens quand on a gagné la Coupe d'Europe, on n'a rien eu dans l'équipe. Voilà. Alors, on ne demande pas ça, mais cette petite reconnaissance... qui peut permettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas le water-polo de voir waouh, les Marseillais ont gagné une Coupe d'Europe. Pour les filles, je sens quand même qu'il y a un certain engouement pour les performances féminines. Je me souviens des handballeuses qui sont en prime time sur TF1 pour leur finale de championnat d'Europe devant, je crois, 5 millions de personnes. Voilà, il y a une demande du public français de suivre les performances féminines et l'offre télévisuelle est de plus en plus importante. Donc ça, je peux que m'en réjouir. Mais le chemin est encore long, comme l'a dit Eric pour le foot. Elles sont au début de cette belle histoire. Et je suis persuadé qu'elles arriveront à trouver leur public parce que moi, je prends beaucoup de plaisir à les regarder jouer. C'est très technique. J'adore ça. Donc, je suis persuadé qu'elles vont y arriver. C'est un plaisir qu'on prendra lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. On l'espère. C'est certain. Une belle fête. On l'espère, évidemment. Pour conclure cet entretien, quel est votre plus beau souvenir de champion ?
Et là, je vous laisse le micro, Eric. Moi, je vais pas être original, puisque j'ai eu la chance de gagner la Ligue des Champions avec mon club formateur, mon club de cœur. Et donc, ça surpasse tout ce que j'ai pu vivre. Même si je pars du principe que réussir toute une carrière dans ce club de cœur et gagner des titres, c'est déjà super. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un peu anachronique dans le football actuel et même déjà quand je jouais moi. Mais oui, la finale en Ligue, la victoire en Ligue des Champions en 93, c'est le sommet de ma carrière, c'est clair. Pour moi, allez, il y en a deux, j'arrive pas à choisir, Eric, désolé. Il y a la qualification aux Jeux Olympiques. En fait, ça faisait 24 ans que le water-polo français n'avait pas été aux Jeux Olympiques. Et l'équipe qui allait, c'est une équipe de collègues, sincèrement. Une équipe qui a beaucoup perdu avant de gagner. Donc, c'était l'accomplissement d'un travail acharné pendant des années et des années. Voilà, cette qualification arrivée au Graal olympique, montrer que le water-polo français existait, c'était quelque chose d'indescriptible. Et le deuxième, c'est quand on a gagné notre petite Coupe d'Europe aussi avec le Cercle. Voilà, Cercle, c'est mon club formateur. J'ai commencé la natation quand j'avais 6 ou 7 ans là-bas. Et mon rêve le plus fou, c'était de gagner un titre européen avec ce club. Donc, gagner cette compétition, en plus, à l'étranger, chez les Monténégrins, voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà, de se dire, nous aussi, on est à jamais les premiers parce que c'était la première fois qu'un club français remportait une Coupe d'Europe. Donc, très, très heureux de casser ses portes et de dire on peut le faire et donner à la nouvelle génération les clés et se dire, voilà, vous pouvez le faire. Chers auditeurs, c'est sur ces mots pleins d'espoir que s'achève aujourd'hui Café et Chocolat. De plus en plus mêlé à des enjeux sociétaux, à tort ou à raison, le sport, et en particulier le football, n'en reste pas moins une passion pour les joueurs et les spectateurs. Eric Dimeco, Alexandre Camarasa, nous retenons à quel point votre détermination et votre sens du collectif furent décisifs pour devenir champion et vous ont permis également de réussir votre reconversion. Bravo à vous, messieurs, et un grand merci. Notre coup de cœur culturel. Il était une fois Laurence, un jeune homme brillant, fin et beau, qui enseignait la littérature avec passion. Son prénom, on devrait s'en douter, n'est pas choisi au hasard. Ensuite, il y a Fred, sa force, son rire, son alter ego, dans une relation qui conjugue amour et plaisir et dont toute hypocrisie est exclue. Fred, c'est cette femme amoureuse, généreuse, dévastée ou hystérique, tour à tour belle, laide, une femme qui rit, qui pleure, qui aime, une femme à part entière incarnée avec une vérité époustouflante par Suzanne Clément, la muse du réalisateur, aux côtés du talentueux Melville Poupeau. Alors que fait-on quand l'homme de sa vie vous confie son secret, vous fait partager le poids d'une révélation qui s'est imposée à lui? Que faire quand on veut s'aimer, mais que la nature en a décidé autrement? Xavier Dolan n'exprime à aucun moment la volonté de nous offrir sa belle histoire d'amour de cinéma, mais nous conte celle d'un couple qui part en vrille, qui tente de se reconstruire et puis qui se perd à nouveau. Laurence Anyways, c'est l'histoire de deux individualités qui se rencontrent, deux égoïsmes qui se côtoient. Jeune réalisateur, scénariste, producteur, acteur canadien, Dolan a posé son style sur ses 2 premiers films. La radicalité du conflit émotionnel dans J'ai tué ma mère, un regard générationnel dans les amours imaginaires. Le tout toujours assorti d'un grand esthétisme. Doté de ses talents, une approche visuelle qui lui est propre et un génie indéniable dans ce qu'il obtient de ses comédiens, notamment de Suzanne Clément qui transperce l'écran, Dolan nous offre dans son 3e film ce qui me semble être l'apogée de son art. Dans une ambiance aux couleurs flashy, sons et lumières se répondent dans une déferlante kitsch et assumée, l'émotion brute, intense, absolue, se fait toujours entre ces 2 êtres qui, si proches, vont se séparer, se reprendre et se déprendre. Laurence Anyways, de Xavier Dolan. Un film sorti en 2012 et présenté au Festival de Cannes la même année, mérite d'être vu. Donc si ce n'est pas encore fait, allez-y. Le fait d'entendre 2 champions s'exprimer avec joie et enthousiasme vous aura peut-être donné envie de reprendre le chemin des terrains ou de vous remettre à votre sport favori, et c'est tant mieux. En tout cas, un grand merci à nos invités d'avoir partagé leurs expériences sportives sur nos ondes. On se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. À bientôt, chers auditeurs. Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.